Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Face à une conjoncture économique morose, des chefs d'État de la sous-région Afrique centrale ont mis en place un programme de réformes économiques et financières. En 2016, ils se sont engagés à négocier et conclure des programmes de redressement économique avec le FMI pour atténuer les effets de la crise et restructurer leur économie pour une croissance plus inclusive. Nous sommes en 2018. Quelle est l'évaluation de la mise en œuvre de ces programmes des réformes économiques et financières dans la sous-région Afrique centrale? Pour en parler, je reçois sur ce plateau spécial le professeur Michel Cyr Djenya Wembu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire permanent du programme de réforme économique et financière de la CEMAC, ancien représentant résident de la Banque africaine de développement au Tchad. Vous avez également publié plusieurs ouvrages sur l'économie internationale, le droit humanitaire international. Quelle est tout d'abord votre analyse de la situation économique dans la sous-région Afrique centrale? Merci beaucoup pour l'invitation, pour l'occasion qui m'est donnée d'expliquer ce qui se passe au niveau du programme de réforme économique et financière de la CEMAC. Vous savez que depuis mi-2014, la sous-région d'Afrique centrale traverse une situation économique particulièrement difficile. Cette situation économique difficile a évidemment des causes endogènes, mais il existe également les causes exogènes. Je vous en prie, les causes exogènes d'abord. D'abord, les causes exogènes, c'est le choc pétrolier, la chute drastique, comme vous le savez, des cours des matières premières. Deuxièmement, le choc sécuritaire, les dépenses spéciales que les États doivent engager à cause des crises sécuritaires comme Boko Haram, comme la crise qui se poursuit en Centrafrique. Mais le choc humanitaire, en ce sens que la crise sécuritaire entraîne un vaste mouvement des populations, des réfugiés, des personnes déplacées à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières nationales et des frontières régionales. Les causes endogènes sont liées généralement à la gouvernance économique dans les États et aux difficultés à maintenir les comptes publics. Comment tous ces facteurs ont justement créé cette grave crise économique qui touche de plein fouet les pays de la sous-région? Tous ces facteurs ont une incidence sur l'économie en ce sens qu'on a observé la détérioration des termes de l'échange. On a observé une baisse accrue des réserves de change. On a observé une difficulté à boucler le budget national. On a observé une difficulté à maintenir dans ces conditions-là les financements dans les secteurs sociaux, l'éducation, la santé. Tout cela fait en sorte qu'il soit difficile pour l'État de continuer à financer ses projets de développement et de continuer à faire face à ces charges courantes de fonctionnement. Justement, les chefs d'État de la sous-région Afrique centrale se sont retrouvés à Yaoundé lors d'un sommet extraordinaire en 2016. Ils ont décidé de négocier, de conclure des programmes de redressement économique avec le FMI. Où en est-on aujourd'hui? Bon, il faut être précis. Premièrement, il y a eu une réunion à Malabo. La réunion à Malabo, c'était une réaction de nos chefs d'État face à la situation inédite. Vous pouvez vous imaginer que des États ont fait des budgets avec comme base le prix du pétrole à 116 $ le baril. Et ils se retrouvent à 90, puis à 26 $ le baril. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la prévision des recettes a chuté de 80%. Donc, vous ne pouvez pas exécuter un budget de 1000 francs lorsqu'il ne vous reste plus que 200 francs dans les poches. Je le dis pour que tout le monde puisse comprendre ce que je vais expliquer. Donc, les présidents ne sont pas restés sans réagir face à la situation. Il faut préciser également qu'il y a une forte dépendance des États de l'Afrique centrale par rapport aux recettes pétrolières. Non, il faut préciser, j'étais en train de vous dire que les chefs de l'État ne sont pas restés sans réaction. Après Malabo, le président Biya a convoqué une réunion, un sommet extraordinaire, mais un sommet historique. C'est la première, parce qu'il fallait, face à cette situation, que nous choisissions soit de toucher à l'ajustement de la parité monétaire,
soit que nous fassions des ajustements sérieux, lourds, structurels et parfois pénibles à l'intérieur même des États, et que nous puissions créer les conditions pouvant faire repartir la croissance économique. Et vous n'êtes pas sans oublier que la plupart de nos économies dépendent fortement des matières premières. La plupart des économies en Afrique centrale ont un grand problème, celui de la diversification de l'économie. Et nos économies aussi ont un problème de mobilisation de l'épargne, de mobilisation des ressources internes. Nos économies aussi ont un problème en ce qui concerne la mobilisation des recettes hors pétrole, les recettes douanières. Justement, mais ces problèmes sont connus depuis une quinzaine d'années. La plupart des pays de la sous-région Afrique centrale sont sortis des différentes restructurations qui avaient été menées au début des années 90 et vers le début des années 2000. Comment comprendre qu'on plonge encore dans une crise économique comme celle-ci? On replonge dans une crise économique pour des raisons qui sont à la fois objectives et qui dépendent de la communauté internationale et d'autres qui dépendent de nous. Je suis en train de vous expliquer que nous sommes sortis de la crise économique. Mais lorsqu'il y a une détérioration des termes de l'échange, les États ne sont pas entièrement responsables. Ce ne sont pas nos États qui fixent les prix des matières premières. Ce ne sont pas nos États qui fixent les prix du pétrole. Donc si le pétrole chute de 60%, on a une difficulté structurelle parce que d'abord, l'économie n'étant pas diversifiée, la seule source de revenus étant tarie sans notre propre responsabilité et sans notre capacité de réaction. Parce que nous ne pouvons que prendre note de prix, nous ne pouvons pas agir et modifier. C'est dans le cadre de l'OPEP, c'est dans le cadre de structures plus larges que nous ne contrôlons pas que les prix sont déterminés. Donc, il ne faut pas seulement voir, je ne veux pas occulter les responsabilités nationales, mais il faut voir également les situations et les causes qui ne dépendent pas de nos États. Le choc sécuritaire, les problèmes vous n'êtes pas sans ignorer le coût d'une réaction sécuritaire. Les gens voient la sécurité, ils sont contents de boire leur bière dans le bar où ils se trouvent. Mais cette sécurité a un prix. La sécurité aux frontières a un prix. Ensuite, le poids des réfugiés. Ce qui fait que les États se sont retrouvés en face des dépenses qui étaient supérieures à leur capacité. Et ceci, au moment où les prix chutent, ceci, au moment où l'économie n'est pas diversifiée, ceci, au moment où la balance de paiement, n'est-ce pas, n'est pas excédentaire, alors il fallait réagir et c'est pour cela que la décision n'a pas été seulement de négocier avec le FMI. Non, justement. Je voudrais restituer les choses. Tout à fait. Justement, il y a eu d'autres résolutions, près de 21 résolutions qui ont été prises par la conférence des chefs d'État de la zone CEMAC. Et celle qui a suscité le plus d'inquiétude au sein de la population de la sous-région Afrique centrale, c'est ce retour au FMI. Et d'aucuns ont pensé au retour aux ajustements structurels avec son impact social qui est très redouté. Comment vous réagissez face à ces appréhensions de la communauté sous-régionale? Vous me donnez l'occasion de clarifier les choses. Premièrement, nous avions le choix entre toucher, ajuster la parité monétaire. Je n'ai pas le temps pour expliquer ici les conséquences de la parité monétaire, notamment avec la relance de l'inflation et les conséquences sur le panier de la ménagère. Les chefs ont choisi très clairement de ne pas y toucher. Donc la question de la dévaluation du franc CFA a été mise de côté. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait réajuster les économies. Il fallait regarder la détérioration des termes de l'échange. Il fallait que le président essaie de voir comment régler le problème de la chute vertigineuse des réserves d'échange. Il fallait voir la question de la qualité de la commande publique et donc de la dépense publique. Voilà pourquoi les chefs d'État ont adopté un programme de réforme économique. Ce programme de réforme économique, c'est une décision nationale. Ce n'est pas une décision imposée par le FMI. La présence du FMI et des autres partenaires, c'est pour nous aider à mieux financer nos propres programmes de réforme établis par nous-mêmes. Parce que de toutes les façons, même un être humain s'ajuste. S'ajuste en fonction de ses bénéfices, s'ajuste en fonction de son salaire, de son traitement mensuel. Vous ne pouvez pas ne pas tenir compte de vos charges. L'être humain lui-même est en processus constant d'ajustement en fonction de ses propres besoins et aussi en fonction de ses revenus. Et lorsque vous vivez, justement, s'il vous plaît, et lorsque vous vivez au-delà de vos revenus,
ou lorsque vous avez des revenus et qu'à un moment donné les revenus diminuent, si vous êtes un chef de famille responsable, vous n'allez pas attendre que quelqu'un vienne de l'extérieur pour vous dire comment vous réajustez. Vous allez réajuster vos dépenses. Le réajustement est bénéfique pour nos ennemis, pour nos économies, et bénéfique pour nos populations. Il s'agit de faire en sorte qu'on ait des balances commerciales qui soient au moins équilibrées. Alors venons-en justement à ce programme de réforme économique et financière décidé par les chefs d'État de la sous-région. Quels sont les axes majeurs de ce PREF, le programme de réforme économique et financière de la CEMAC? Bon, je vais d'abord terminer en disant que nous avons, le FMI revient parce que le FMI doit veiller à la stabilité macroéconomique interne et externe avec la Banque mondiale, et qu'il est normal que nous ayons un arbitre pour les questions financières. Donc, c'est à nous d'avoir la responsabilité de concevoir nos programmes. Nous ne pouvons pas rester, nous ne faisons rien, et lorsqu'on nous propose des programmes, nous nous plaignons que le FMI nous a imposé des choses. C'est nous-mêmes qui avons conçu des programmes, et maintenant nous avons besoin pas seulement du FMI pour nous appuyer, pour nous aider en mettant en place des facilités nous permettant de combler les gaps monétaires. Évidemment, toute réforme est douloureuse. Justement. Voilà. Et justement, concernant ces réformes douloureuses, on constate que sur les 6 pays de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, seuls 4 ont déjà conclu des programmes de redressement économique avec le FMI. La Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville traînent le pas. Qu'est-ce qui explique ces lenteurs, professeur? Bon, je voudrais être très franc avec vous. Les 4 pays ont conclu des programmes avec le FMI. Vous savez que la négociation du FMI suppose que la documentation économique, financière et comptable soit prête et qu'on puisse évaluer les engagements et que l'on puisse discuter d'un tableau de bord. Il se trouve simplement que la situation et l'état d'avancement des négociations dans les 2 pays n'étaient pas aussi satisfaisants que dans les 4 autres pays. Mais attention, le processus n'est pas bloqué. Le processus est en cours et l'on s'attend à ce que prochainement, l'on puisse avoir un aboutissement heureux des négociations avec ces 2 autres pays. N'oubliez pas qu'il y a le volet communautaire de la réforme. La réforme de la douane au Cameroun a un effet sur les rentrées douanières de la Centrafrique parce que le port que l'on utilise pour faire rentrer les denrées et les richesses et les biens importés en Centrafrique, c'est le port de Douala. Donc il y a un volet communautaire à toute réforme dans la région. Donc les chefs de l'État se sont réunis et ils ont adopté le programme que j'ai en main et que je vous montre. Justement. Le programme là, c'est un programme qui n'a pas été imposé. C'est un programme qui est le résultat des consultations entre, vous serez surpris, les chefs eux-mêmes, entre les ministres des Finances, sous la coordination de la CEMAC, mais avec la participation de toutes les institutions régionales et de certains universitaires de notre sous-région pour faire en sorte que nous ayons un document. Justement, vous êtes le secrétaire permanent de ce programme de réforme économique et financière de la CEMAC. Quels sont les axes majeurs de ces réformes qui ont été décidées sur le plan sous-régional? Premièrement, les politiques budgétaires. Nous devons avoir des budgets dont la soutenabilité économique ne pose pas de questions. Nous ne devons pas avoir des budgets dont la volatilité des prix des matières premières ont pour conséquence d'annihiler toute la programmation que nous avions faite. Donc, il y a d'abord réforme budgétaire, meilleure gestion du budget, rationalisation des choix budgétaire, rationalisation de la commande publique pour que la commande publique devienne plutôt un instrument de développement. Rationalisation également des conventions que nous signons avec les partenaires étrangers. Rationalisation de la dépense publique. Et ici, il y a 3 niveaux. Lesquels? Il y a d'abord l'opportunité de la dépense. Ensuite, après l'opportunité de la dépense, il y a la qualité de la dépense. Comment est-ce que se mesure cette qualité de la dépense? Il y a la finalité de la dépense. L'opportunité de la dépense, cela veut dire lorsque j'ai 3 choses à faire, à acquérir, quelle est la meilleure pour le bien des populations? Quelle est la meilleure pour faire avancer le plan national de développement? Quelle est la meilleure option, le meilleur choix, la meilleure dépense à faire selon la stratégie que l'État poursuit?
Ça, c'est la première question que nous devons avoir le courage de nous poser. Nous avons 3 investissements à faire. Quel est l'investissement qui est structurant et qui porte à l'avenir? Parce que si on vous dit de financer l'université, par exemple, vous choisissez de construire la barrière et de les casser chaque année, vous reprendre chaque année les mêmes barrières avec le même budget. Vous pouvez aussi choisir la formation des enseignants. Vous pouvez aussi choisir et donner la priorité à l'équipement des bibliothèques, aux restaurants universitaires. Vous pouvez choisir également l'amélioration de la situation des étudiants. Donc, c'est ça qu'on dit la qualité. La dépense pour l'université, par exemple, est-elle une dépense seulement pour les équipements? Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, mais est-elle d'abord une dépense pour la formation des enseignants et l'encadrement des étudiants? Parce qu'il n'y a pas d'université sans bâtiment, mais plus grave, il n'y a pas d'université et d'avenir si on ne s'occupe pas de la formation des enseignants eux-mêmes, de leurs conditions de vie et de la formation des étudiants, de la qualité des programmes et de faire en sorte que les programmes ne conduisent pas ceux-là à devenir des futurs chômeurs de demain. Donc, la qualité de la dépense est absolument importante. Au-delà de l'assainissement des finances publiques, il y a la question de la dette également, où il y a une certaine explosion de la dette dans la sous-région Afrique centrale qui inquiète les partenaires financiers. Que prévoit le programme des réformes économiques et financières par rapport à la dette dans les différents pays d'Afrique centrale? Alors le deuxième aspect de ces réformes, c'est les finances justement. Faire retrouver les grands équilibres financiers de la sous-région. Retrouver les équilibres financiers au niveau interne. Regarder et évaluer le stock de la dette. Et ça a créé beaucoup de problèmes dans les négociations. Quel problème? Voir les mesures à prendre pour l'apurement de la dette. Parce que pour évaluer le stock de la dette, c'est un processus extrêmement complexe qui nécessite une qualité importante pour les statistiques. Et quand nous voyons l'état de nos statistiques, parfois il est difficile de pouvoir évaluer correctement le stock de la dette. Et le troisième aspect, parce que je ne vais pas prendre votre temps, tout votre temps, le troisième aspect, c'est les réformes structurelles. Les réformes structurelles, pourquoi? Parce que pour diversifier l'économie, il y a un certain nombre d'orientations qu'il faut prendre pour quitter de la monoproduction, pour sortir du cycle exportation, baisse des exportations, chute du budget. Il faut diversifier l'économie. Il faut assainir le milieu d'affaires. Parce que si le milieu d'affaires n'est pas assaini, aucun investisseur ne va venir. Il faut régler la question des marchés obligataires. Il faut pouvoir assainir la douane, c'est-à-dire les impôts. Il faut pouvoir assainir les secteurs qui rapportent de l'argent en dehors du secteur pétrolier. Il faut regarder la base, n'est-ce pas la base, les taux d'imposition dans l'État. C'est un tout. Mais tout cela doit être vu en fonction du plan national de développement, de la stratégie que l'État lui-même, parce que personne ne viendra faire la stratégie pour vous. Le FMI viendra vous aider. Et c'est pour ça que les chefs d'État nous ont donné mandat et nous ont mis en place. Justement, mais ces plans nationaux de développement, parfois, sont en parfaite contradiction avec la volonté sous-régionale de faire converger un certain nombre de politiques macroéconomiques. Oui, d'où la nécessité d'avoir pour la première fois un programme de réforme économique qui comporte, dont je vous dis, 5 aspects. Il reste la coopération internationale, et il reste l'intégration régionale. Et de donner un mandat clair pour la mise en œuvre des réformes et surtout de créer les occasions où vous serez surpris en regardant l'ordre du jour, où maintenant nous faisons l'observation par les pairs. Les ministres qui vont se réunir ici, chacun va faire de manière critique devant ses pairs et devant aussi la communauté des bailleurs un point sur l'état des réformes prises sur le plan national. Nous allons discuter, oui, vous me regardez avec étonnement, il fallait qu'on en arrive à un jour où on dépasse la souveraineté, parce que la souveraineté ce n'est pas un objet de nutrition dans un plat. Nous sommes souverains, on ne revient pas. Mais les chiffres ne mentent pas. Quand vous avez des déséquilibres macroéconomiques et qui peuvent avoir un effet sur la
sur la région, puisque nous avons la même monnaie, il est important, et c'est ce qu'on va faire, chacun va exposer les mesures prises depuis que les chefs de l'État se sont décidés, à commencer par les budgets qu'on vient d'adopter dans nos pays en 2018 et dont nous tous, on s'est réparti les copies. À quoi vont servir ces discussions alors que les populations, elles peinent à pouvoir avoir 3 repas par jour, elles ne trouvent pas d'emploi, notamment pour la jeunesse africaine dans la sous-région Afrique centrale. Il y a un sérieux problème du niveau des salaires pour les travailleurs de la sous-région Afrique centrale, et vous savez que le sous-emploi gangrène bien sûr la population active. Comment ces programmes peuvent-ils résoudre ce type de problème? Bon, cher ami, il ne s'agit pas de programme théorique. Il s'agit premièrement, par exemple, par la fusion. Vous savez que depuis 15 ans, on n'avait jamais décidé de fusionner les bourses en Afrique centrale. Pour une fois, il faut le reconnaître quand quelque chose est bien, tout comme il faut décrier quand ce n'est pas bien. Les chefs d'État ont compris que c'est le secteur privé, ce sont les entreprises qui peuvent créer de l'emploi. Pour que les entreprises créent de l'emploi, il faut qu'elles aient accès au financement. Pour avoir accès au financement, il faut que le marché financier soit unifié et que ce marché financier décolle. Parce que si on ne peut pas financer des entreprises, on ne peut pas créer des emplois pour les jeunes et pour les femmes. Ça, c'est un premier point. Il faut que l'environnement économique tout entier, que l'on y travaille. Il faut l'environnement législatif également, l'environnement réglementaire. Et c'est pour cela que nous travaillons à ce que les approches ne soient pas des approches sectorielles, mais que les approches soient globales. Deuxièmement, je vais vous surprendre, nous allons discuter du volet social et du volet humanitaire dans tous les budgets. Voilà des États qui sont souverains, qui ne sont pas obligés de le faire, mais qu'ils vont et qui se sont engagés à le faire. Pourquoi? Parce que vous avez raison. Le panier de la ménagère, ce ne sont pas des discussions. Le panier de la ménagère, ce sont des mesures concrètes. Ces mesures concrètes, l'État doit donner l'orientation et cela doit être désormais pas affirmé dans les discours des chefs, mais inscrit concrètement dans les budgets. Combien nous allons mettre dans la santé? Et dans ce que nous mettons dans la santé, combien ira aux infrastructures? Combien ira à l'achat des médicaments? Combien ira au fonctionnement? Combien ira à la formation du personnel de la santé? Vous comprenez jusqu'où on va aller dans la discussion. Il ne s'agit plus de voir les valeurs importantes, de voir un grand chiffre. Nous avons mis tant de milliards à l'éducation. Vous avez mis tant de milliards à l'éducation. Est-ce que si ça ne construit que des bâtiments, ça ne paye pas la scolarité? Il ne suffit pas aussi de déclarer que dans cette école, à partir d'aujourd'hui, les parents ne payent plus la pension. Mais si les parents ne payent pas les pensions et que les prix des livres ne sont pas en baisse et que pour une matière, il faut acheter 10 livres, on n'a pas amélioré la condition de scolarisation des enfants. Donc, ces discussions sont importantes parce que désormais, on passe du stade de l'affirmation théorique, on passe du stade de grands chiffres à l'examen concret des budgets et à la part qui va à créer un environnement. Je prends aussi le climat des affaires. Je vous en prie. Sur le climat des affaires où le secteur privé a le sentiment de ne pas avoir sa place de moteur de la croissance économique, très peu d'accompagnement des entreprises nationales avec des économies qui sont assez très libéralisées avec l'entrée des produits importés, produits agroalimentaires qui font concurrence à un tissu industriel local encore embryonnaire. Comment ce type de problème peut être résolu dans le cadre de ces programmes de réforme économique et financière? Ce type de problème peut être résolu d'abord en faisant un diagnostic clair. Deuxièmement, en prenant le courage, et peut-être je pense que nous l'avons, de discuter avec les chefs et de sortir les chiffres sur des situations qui méritent des corrections et des ajustements. Et là, il s'agit de responsabilités internes aux divers États concernés et des responsabilités qui dépendent, un, de la qualité de ceux qui pensent la politique économique. Deux, écoutez-moi, du degré de nationalisme de ceux qui mettent en œuvre la politique économique. Troisièmement, des connaissances techniques, des connaissances scientifiques, des connaissances spécialisées, des personnes qui, au jour le jour, exécutent les décisions prises. Je veux dire, il y a 3 choses, 3 niveaux. Premièrement, la politique économique, pour qu'elle soit de qualité, il faut qu'elle soit conçue par des gens qui ont la formation requise. Deuxièmement, sa mise en œuvre, pour qu'elle ne déraille pas,
il faut qu'elle soit conforme à une stratégie nationale pensée. Parce que tout est géostratégie. Le monde n'est pas là pour faire des choses à votre place, jeune homme. Les gens sont là, chers journalistes, chacun défend ses intérêts. Et c'est à chacun d'avoir sa propre stratégie. Nous ne sommes pas à l'église catholique ou à la mosquée où on vient s'asseoir pour pleurnicher tout le temps. Et à quand la sortie de crise? Nous devons savoir ce que nous voulons et sur le plan national et avoir une stratégie claire qui associe tout le monde, inclusive, la discuter. Quels sont les domaines où nous pouvons créer de la valeur ajoutée? Qui sont nos voisins? Quelles sont les menaces qui pèsent sur nos peuples aujourd'hui? Quelle est la situation de l'unité nationale dans le pays? Compte tenu de tout cela, comment nous nous projetons demain sur le terrain de l'avenir? Comment nous nous projetons avec nos voisins? Qu'est-ce que nous pouvons vendre le mieux? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui on doit encourager au niveau national comme production? Quel est le degré de protectionnisme que nous devons avoir? Parce qu'il n'y a pas une économie solide sans un degré de protectionnisme. Tout est question de savoir. Mais ça, c'est la responsabilité de nos États. Troisième chose, la mise en œuvre doit être faite par des gens qui sont nationalistes. C'est-à-dire des gens qui mettent l'intérêt général avant l'intérêt particulier. Mais ces réformes, on en parle beaucoup depuis des années dans la sous-région Afrique centrale et on voit très peu de concrétisation, beaucoup d'orgueil national de la part des États membres de la CEMAC. Comment sortir de la crise? Est-ce que c'est pour bientôt? Je ne peux pas donner de délai. Il faut avoir la capacité de prédiction. Mais scientifiquement, je peux constater que la volonté politique est aujourd'hui réaffirmée. Je peux constater qu'aujourd'hui, avec la libre circulation, nous avons des chiffres. Sur le marché de Brazzaville, les prix des produits vivriers, notamment la tomate, il y a eu une augmentation, une baisse de plus de 7% du prix. Quand vous regardez maintenant ce qui se passe au niveau de Libreville, l'accroissement des produits, notamment 3 produits, les oignons, le maïs et la tomate en direction du Gabon, c'est de plus de 13% uniquement parce qu'on a commencé l'application de la libre circulation. Ce qui veut dire quoi? Nous allons bientôt, si c'est correctement appliqué, nous allons bientôt atteindre les chiffres que nous envions à l'Afrique de l'Ouest. Et c'était impossible d'imaginer cela il y a quelques années. Et ça, c'est du concret. Merci professeur Michel Cyr Diena Wembou. Je précise que vous êtes le secrétaire permanent du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, ancien représentant permanent de la Banque africaine de développement au Tchad. Également, vous avez publié plusieurs ouvrages sur l'économie internationale et le droit humanitaire international. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition spéciale de Tendance économique. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition.